Lorsque l'escadre du prince de Joinville, fils du roi Louis-Philippe, est arrivée le 15 août 1844 au large de Mogador, la plupart des canonniers étaient des Helouj, c'est-à-dire des anciens esclaves chrétiens convertis à l'islam. Le chef des canonniers, Omar el-Hulj, était le plus illustre de ces convertis. « Qu'attendez-vous pour commencer les hostilités » avait-il lancé. « Mais avec ou sans munitions » lui avait-on répondu. Des années plus tard, lorsqu'on rapporta cette anecdote au contrôleur civil du protectorat, il fit appel à David Ifla, le chantre mogadorien du Mahaloun juif, et il lui demanda de composer une chassida sur ce thème, avec ou sans munitions. En 1844, Mogador avait une population de 14 000 âmes. Elle était complètement entourée d'un mur d'enceinte haut de 10 mètres et couronnée de créneaux dans toute sa longueur. Le système de fortification dressé devant le quartier de la Marine comprenait un rempart de lignes brisées qui se reliait à la Casbah et était flanqué au nord-ouest et au sud-est de tours et de batteries casematées. Voici comment s'est déroulée la bataille d'Isli à Mogador, d'après les récits militaires d'Achille Filias, publiés à Alger en 1881 sous le titre « La flotte française dans la rade de Mogador le 15 août 1844 ». La flotte était arrivée devant Mogador après une traversée des plus pénibles. Pendant les 3 jours qui suivirent, les vaisseaux restèrent mouillés au large sans pouvoir communiquer entre eux tant la mer était mauvaise. Enfin, le 15, le temps semblant s'embellir, et vers les 2 heures, au signal donné par l'amiral, tous les bâtiments se mirent en marche. Le Triton laissa tomber son ancre à 700 mètres à l'ouest de la ville, et en face des batteries de la marine, le Suffren et le Gemap venaient ensuite. Dès qu'ils furent embossés, les 3 vaisseaux commencèrent le feu. Aussitôt après, ordre fut donné à la frégate la Belle Poule et au Brix, au Cassard, au Volage et à l'Argus d'entrer dans le port. La frégate devait combattre les batteries de la marine et le Brix, celle de l'île. Le bombardement dura 2 heures, sans que le feu discontinuât de part et d'autre. Les navires tiraient à plein fouet, sur le front des fortifications et sur les ouvrages détachés. Les Marocains ripostaient de toutes leurs pièces. C'était une véritable grêle de boulets et d'obus. Peu à peu cependant, l'artillerie de la ville ralentit ses coups. À 5 heures, ces formidables batteries étaient pour la plupart démontées. Les canonniers battaient en retraite. L'île seule tenait encore. Le bateau à vapeur, le Pluton, ainsi que le Gassendi et le phare, portant ensemble un détachement de 500 hommes, s'avancèrent sous une vive fusillade vers le débarcadère. À 5h30, la troupe débarquait avec une partie des équipages et, gravissant à la course une pente assez raide, enlevait la première batterie sous les yeux de l'amiral qui avait voulu prendre sa part au danger. La Grande Île en 1844 était défendue par 320 soldats, morts et kabyles, détachés de la garnison de Mogador et choisis parmi les plus résolus. Attaqués avec furie, ces hommes se défendaient en désespérés, chassaient à la baïonnette des positions qu'ils occupaient et poursuivis de broussaille en broussaille, 180 d'entre eux furent tués. Les autres se réfugièrent dans la mosquée et en barricadèrent l'issue. C'était un siège à faire. Les marins de l'Argus et du Pluton enfoncèrent la porte à coups de canon et pénétrèrent dans les couloirs. La lutte continua jusqu'au moment où l'amiral, voulant éviter un massacre inutile, fit sonner la retraite. On cerna la mosquée et les troupes bivouaquèrent. Les vaisseaux retournèrent au mouillage, à l'exception de la Belle Poule qui resta dans la passe, et durant toute la nuit tira à intervalles inégaux sur les batteries de la marine pour empêcher qu'on vînt les réparer. Nos pertes dans cette seule journée s'élevèrent à 14 tués et 64 blessés. Parmi les bâtiments qui prirent part à l'action, le Gemap, le Triton, le Volage et le Suffren furent particulièrement maltraités. Le 16, aux premières lueurs du jour, le détachement qui cernait la mosquée reprit les armes, mais ils n'en furent point usage. Les assiégés se rendirent à merci. On en compta 140, dont 35 blessés. Tous s'étaient bravement battus, et l'amiral leur en tint compte. Au lieu d'en faire des prisonniers de guerre, il les rendit à la liberté et donna l'ordre à M. Varnier de les ramener à terre. Les chefs marocains se montrèrent touchés par cet acte de miséricorde. En témoignage de reconnaissance, le gouverneur de Mogador fit aussitôt conduire à bord du Ruby une vingtaine de sujets anglais, au nombre desquels se trouvait avec sa famille le vice-consul d'Angleterre, Sir Wiltshire, qui l'avait gardé comme otage malgré les pressantes réclamations des officiers du Vézisuve. Le prince de Joinville pouvait s'en tenir au succès de la veille. Il lui apparut cependant indispensable de ruiner de fond en comble ceux des ouvrages qui n'étaient qu'entamés. Il décida qu'une pointe serait faite sur la ville. Une colonne de 600 hommes, dont il prit la direction, débarqua sous la protection des feux du Pandour et de l'Asmodée. Il gagna rapidement le quartier de la Marine. La colonne pénétra sans coup férir. Tous les postes étaient déserts.
Aussitôt, dit un témoin, les troupes se mettèrent à l'œuvre. Les magasins à poudre furent noyés. Les remparts furent abattus. Les canons encloués et roulés à la mer. C'étaient des pièces de bronze magnifiques, moitié anglaises et moitié espagnoles. L'une d'elles était un chef-d'œuvre de l'art, son affût était également en métal. Et il représentait un lion en pleine course, les 4 pas de l'animal formaient les 4 roues, et sa tête portait la pièce. Les magasins de la douane étaient encombrés de marchandises de toutes sortes. On les y laissa dans la crainte que le feu ne gagnât trop vite d'immenses approvisionnements de poudre. Quand tout le quartier ne présenta plus qu'un amas de décombres, la colonne regagna ses vaisseaux. À peine avait-elle quitté le rivage que plusieurs tribus kabyles se jetèrent dans la ville et la mirent à sac. Ils n'avaient plus qu'à expulser la garnison. De la coquette Souira, dont Moulay Abderrahman avait fait sa résidence favorite, il ne restait plus que des murailles criblées de boulets et noircies par la fumée. L'escadre n'ayant plus rien à détruire, elle appareilla le 22 août et partit pour Cadiz et pour Tanger, où le prince de Joinville devait attendre le résultat des négociations ouvertes entre les deux gouvernements au lendemain même de la bataille d'Isly. Quelques vapeurs restèrent pour fermer l'entrée du port, et un bataillon de 500 hommes fut commis à la garde de l'île. Celle-ci fut évacuée le 17 septembre 1844 après la signature du traité de paix. L'équipage de la Belle Poule encloua les canons pris à l'ennemi et brisa leurs affûts. Tout ce qui ne pouvait pas être enlevé fut livré aux flammes. La tradition orale rapporte que l'un des canonniers des Saouira en ce jour néfaste du 15 août s'était étonné. « Où étions-nous quand l'adversaire s'armait pour nous conquérir ?» Dans la ville, un chant anonyme d'époque nous en fait un récit vivace. Ceci s'est passé un jeudi. Le monde se voila d'obscurité. C'était devant le Dor. Les gens étaient assis préparant leur déjeuner. Les canons les prirent pour cible de leurs boulets. Les hommes et les femmes vinrent sur les remparts. C'était un coup venu du ciel. La négresse se leva en criant « Où est mon maître ?» Bientôt est venu le soir. Tout le monde était terrifié. Le destin nous avait frappé à l'instant où Omar el-Hudj se baissa et sa tête se voila. Le prince de Joinville consigna également dans ses notes le souvenir de cette bataille. Les navires français arrivèrent devant Mogador. La mer était si houleuse qu'ils durent rester mouillés en face de la ville, sans même pouvoir communiquer entre eux. Malgré les bouées de 200 brasses de chêne, les ancres se cassaient comme du verre. Les combats étaient des plus violents. Le prince de Joinville lui-même n'échappa que par miracle à la grêle de balles qui s'abattait sur les assaillants. Accablés par le nombre, les Marocains finirent par se rendre après avoir résisté jusqu'à la dernière limite. On raconte que ce sont les Chadmas qui ont mis à sac la ville, et que depuis l'île, les soldats français visaient les pillards qui se trahissaient par les miroirs qu'ils emportaient le long de la plage. Avant de fuir la ville dévastée, le négociant Toufel Hals avait dissimulé sa fortune en louis d'or sous du gravier de construction dans le patio de sa maison. Il a pu ainsi retrouver intacte sa fortune une fois revenu à la ville livrée au pillage. Un an plus tard, la paix fut conclue entre les deux gouvernements qui procédèrent à l'échange des prisonniers, comme le raconte Jacques Caillé dans La Petite Histoire du Maroc. Le 4 juillet 1845, le Véloce parut devant Mogador, ramenant 123 prisonniers. Quelques-uns des plus marquants, dont El Hadj Larbi Torres, se réunirent en cercle entre deux canons de la corvette. Après avoir essuyé leurs larmes, ils entonnèrent un chant d'action de grâce. Les officiers et les matelots français furent impressionnés par la joie calme et profonde avec laquelle ces hommes rendaient hommage à Dieu de leur délivrance. 5 années après ce bombardement, l'explorateur métis Léopold Panet, qui partit de Saint-Louis du Sénégal en passant par l'immense Sahara, la Casbah du Cherbourg de Goulimine, avec sa traite négrière et enfin Mogador, signale de nombreux boulets de canon jonchant les pieds des remparts. Et jusqu'aux années 1960, je pouvais voir encore ma mère en train de moudre les épices dans l'un de ces boulets que les habitants de la ville avaient recueillis au pied des remparts.